Est-ce que tu privilégies la communication directe dans tes relations personnelles et ou professionnelles? Pourquoi est-ce important de le faire? C'est le thème de ce nouveau podcast qui sera diffusé en 2 parties. La suite de ce que tu vas écouter aujourd'hui fera l'objet du prochain épisode. Dans cet épisode-ci, nous allons voir quelques chiffres parlants sur les effets néfastes de l'absence de communication directe dans différents secteurs. Nous explorerons aussi des exemples de maladresse relationnelle qui, je l'espère, viendront vraiment préciser le cadre du sujet du jour. Nous verrons également quelles sont les origines et le bien-fondé démontré de la communication directe. Nous glisserons ensuite vers la conclusion de cette première partie et en partie 2, la prochaine fois, nous verrons quelles sont les bases de cette communication directe, comment est-ce qu'on fait en fait pour la pratiquer. Nous verrons également quels sont les enjeux, mais plus encore, nous verrons quels sont les nombreux bienfaits et les avantages de la communication directe. Le tout sera illustré par des citations et des exemples vécus personnellement ou par mes clientes. Alors, si toi aussi, tu as à cœur de tisser des relations bienveillantes et de développer des aptitudes et conduites relationnelles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Le podcast de Pascal Ségura qui accompagne les femmes avec ou sans responsabilité éducative, à être sereines durablement avec leur vie émotionnelle et à épanouir leur conduite et aptitudes relationnelles en osant être elles-mêmes davantage ancrées dans le présent. Si tu apprécies ce genre de partage, sache qu'il existe un espace cocon participatif de coévolution, mon cercle privé Le Refuge. C'est un espace sur Telegram où je partage régulièrement des audios comme celui-ci, avec en plus chaque mois des ateliers offerts, des défis, des co-créations, des cafés zen, la possibilité de se rencontrer en présentiel 1 fois par an et bien d'autres surprises incluses dans l'abonnement. Ta contribution et celle de chacune est la bienvenue si tu le désires. John C. Maxwell, auteur et conférencier spécialisé en leadership, affirme « La communication est la clé du succès personnel et professionnel ». C'est ce que confirment quelques études chiffrées que nous allons maintenant évoquer juste après. J'avais envie effectivement d'appuyer mes propos par quelques chiffres qui, moi, m'ont étonné, aussi bien d'ailleurs dans le cadre professionnel, dans le monde de l'entreprise, que dans le monde des relations interpersonnelles. Alors le premier chiffre que j'aimerais te partager, c'est que 49% des conflits en entreprise sont exacerbés par une mauvaise communication ou par un manque de communication directe entre les parties concernées. Ça, c'est une étude menée par le CEDR, Center for Effective Dispute Resolution. You see, I have a very, very good English accent en 2020. C'est une étude de 2020. Cette même étude, elle dit d'ailleurs, écoute bien, que 85% des dirigeants considèrent que la capacité à résoudre les conflits de manière directe et constructive est l'une des compétences clés pour le leadership et la gestion d'équipe. Il y a un autre chiffre qui, moi, m'a interpellée. Est-ce que tu penses que la communication directe ou que la qualité de la communication peut venir influer l'engagement des employés au sein des institutions, des entreprises? Est-ce que tu crois que ça fonctionne comme ça? Est-ce que tu penses que ça vient impacter l'engagement des employés? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Eh bien là, c'est une étude menée par le Gallup en 2017 qui révèle que les employés qui estiment que leur manager communique efficacement avec eux sont 3 fois plus engagés au travail. Lorsque les managers privilégient une communication ouverte et directe, le taux d'engagement des employés peut augmenter, entend bien ça, jusqu'à 70%, entraînant de fait une meilleure productivité, une réduction de l'absentéisme et un taux de rétention plus élevé.
Donc on voit là aussi à travers cet exemple combien la qualité de la communication au sein des organisations, au sein des entreprises, au sein des institutions, eh bien, impacte l'engagement des employés et impacte de fait aussi la productivité et l'absentéisme. Et il y a un autre chiffre, moi, qui m'a beaucoup étonnée aussi. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, en commentaire, me faire une proposition chiffrée, d'après toi, du coût énorme que représente pour les entreprises la gestion des conflits? T'as une idée? Oui, non? Dis-moi en commentaire. Alors moi, je suis restée juste estomaquée par le chiffre qui vient juste après. C'est une étude du CPP Global qui a estimé que ces conflits coûtent environ 359 milliards de dollars par an aux entreprises américaines, en raison justement, on en parlait juste avant, de la perte de productivité. De plus, 60% des employés n'abordent pas directement leurs conflits avec les personnes concernées. En fait, très souvent, cette étude explique qu'ils ne le font pas par peur de la confrontation ou du rejet, ce qui détériore l'environnement de travail et augmente les coûts liés à la gestion des conflits. 359 milliards de dollars par an aux entreprises américaines. C'est énorme, non? Du coup, dis-moi en commentaire si toi aussi, en fait, c'est par peur de la confrontation ou du rejet que parfois tu n'exprimes pas les choses directement aux personnes concernées. Ou est-ce que c'est pour d'autres motifs ou d'autres peurs? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Si tu as envie, en tout cas, n'hésite pas. Et puis, dans les autres relations interpersonnelles, moi, il y a d'autres choses aussi qui m'ont étonnée, que j'avais envie de te partager. C'est que, notamment, 70% des personnes interrogées estiment que la communication directe est essentielle pour maintenir des relations saines et éviter les conflits inutiles. Ça, c'est une étude de Psychology Today, une étude qui date de 2019. Et cette même étude, elle précise que les relations où la communication ouverte et directe est pratiquée ont 20% moins de risques de se terminer en rupture ou de devenir dysfonctionnel. Donc c'est encore un des atouts, n'est-ce pas, de la communication directe. Et puis il y a un autre point, moi, que j'ai trouvé intéressant, ça vient plutôt là ce coup-ci de recherches publiées dans le Harvard Business, je vais y arriver, Review, ok? Et là, j'ai été vraiment, c'est le chiffre qui m'a le plus étonnée. Cette étude précise que la communication face à face est jusqu'à 34 fois plus efficace que la communication par email. Je répète, la communication face à face est jusqu'à 34 fois plus efficace que la communication par email. Cette efficacité est due à la capacité de capter des indices non verbaux, de clarifier immédiatement les malentendus et de construire une connexion émotionnelle plus forte avec l'autre personne. Alors dans une société où on communique énormément par mail, par SMS, par chat, je trouvais vraiment intéressant de mettre le focus sur ce 34 fois plus efficace, ok ? Pour vraiment bien nous alerter sur l'importance quand il s'agit de régler des dysfonctionnements, des réajustements, des désaccords, des conflits, de privilégier vraiment la communication face à face et directe. Il y a encore d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, qui sont importants au niveau notamment de la santé mentale. Est-ce que tu considères, est-ce que tu penses que la communication directe peut impacter ta santé mentale? Oui, non, dis-moi en commentaire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 72% des adultes rapportent que lorsqu'ils évitent de communiquer directement sur un problème important, cela provoque un stress significatif qui peut affecter leur santé mentale et physique. En communiquant directement, on réduit à la fois bien sûr le stress, en éliminant à la fois l'incertitude et les spéculations sur les intentions des autres. Ça, c'est une étude de l'APA, c'est l'American Psychological Association. Ok ? Donc, vous le savez,
on va tellement vite dans les jeux relationnels, dans ce qu'on appelle les spéculations, les interprétations, les raccourcis. Donc vraiment, en privilégiant la communication directe, on limite, on réduit le stress, l'incertitude et toutes ces formes de projection, de spéculation, d'interprétation qui ne sont pas toujours heureuses. Enfin, et je vais terminer avec 7 éléments chiffrés, j'ai envie de te demander si tu penses que la communication directe peut être une clé aussi pour des relations épanouies. Oui, non. Alors là, la dernière étude, c'est une étude du Journal of Social and Personal Relations qui révèle que les personnes qui communiquent directement avec leur partenaire ont 4 fois moins de malentendus que celles qui évitent les conversations difficiles. De plus, la communication directe est associée à une plus grande satisfaction relationnelle et à une confiance accrue. Alors si on prend juste quelques minutes pour analyser ces chiffres, qu'est-ce que tu tires en conclusion ? Ça montre clairement déjà que la communication directe est bien plus qu'une simple bonne pratique. Deuxièmement, on voit qu'elle est essentielle pour bâtir des relations solides et productives. Il apparaît également qu'elle permet de prévenir les conflits, d'améliorer les relations interpersonnelles et de favoriser un environnement de travail à la fois sain et collaboratif. En abordant en fait les problèmes directement comme ça avec la personne, on renforce la confiance et on contribue au bien-être général des individus, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Alors, pour vraiment nous accorder sur le sujet en fait, bien comprendre de quoi on parle, je vais aller maintenant illustrer mes propos par quelques exemples vécus, aussi bien à titre perso que pro. Je voudrais déjà évoquer ce qu'on appelle prendre des tiers à partie publiquement. Tu sais, imagine que tu as quelque chose à dire à la cousine Géraldine, c'est un grand repas de famille, vous êtes 25 à table et au lieu de prendre Géraldine à part pour faire ce point de réajustement, tout d'un coup, tu vas prendre Géraldine à partie devant l'assemblée de 25 personnes. Ça peut être dans le cadre professionnel, tu as un différend avec un collègue, il y a la réunion hebdomadaire de travail et au lieu d'être allé voir en amont le collègue dans son bureau ou dans un espace privé pour aborder le point de litige ou le point de désaccord ou le point de dysfonctionnement, tu le fais en frontal au moment de la réunion hebdomadaire avec tous les collègues où il y a à ce moment-là 30 personnes qui sont présentes. Un autre cas de figure, ça peut être tu es en couple, tu as des reproches ou en tout cas tu as mal vécu un comportement ou des propos d'un proche, de ton compagnon, de ta compagne et au lieu de lui en parler vraiment dans un moment choisi, qualitatif, où vous n'êtes que tous les deux, tu le fais tout d'un coup en plein resto ou en plein magasin alors qu'il y a beaucoup de monde et puis tu te retournes même pour prendre à partie un passant, quelqu'un qui est par là. C'est la même chose si tu es par exemple sur un lieu collectif, que tu as des difficultés de communication avec une personne. C'est comme si tu vas aller chercher de l'appui, te positionner un peu comme une victime en disant « Oh là là, j'ai du mal à communiquer avec elle, elle va me faire devenir chèvre ». Et du coup, là, tu vas communiquer ça à des stagiaires qui n'ont rien à voir ni avec ta relation avec la personne, ni avec toi, qui sont de passage dans un autre cadre avec un autre organisateur, eh bien là aussi, on est vraiment dans une maladresse relationnelle qui non seulement nuit à la qualité de la relation, n'est absolument pas bienveillant, n'est absolument pas non plus porteur d'une possible confiance à restaurer ou à établir. Et
c'est aussi cela, c'est aussi parfois constaté, et moi en l'occurrence là, je l'ai constaté, dans un centre où pourtant il y avait une charte avec plein de belles intentions sur la bienveillance, la gestion des émotions, la communication positive, la communication non violente, etc. Et en fait, parce que c'est un chemin, parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il est, eh bien, on voit que parfois ça a du mal à s'incarner dans les actions et dans les interactions interpersonnelles. Est-ce que ça te parle, les exemples que je viens de donner là? Est-ce que tu te retrouves dans certaines situations? Est-ce que tu l'as vécu soit en interpellant comme ça un tiers publiquement, soit parce qu'on t'a, à un moment donné, toi, interpellé publiquement? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu peux me partager en commentaire quelle est ton expérience à cet endroit-là? Alors bien sûr, c'est extrêmement nuisible de prendre à partie des tiers et ça ajoute encore au manque de clarté relationnelle. Alors il y a un autre exemple que j'ai constaté aussi récemment, c'est lorsque tu fais un réajustement sur un point d'organisation avec quelqu'un et que tu le fais par mail. Alors déjà, si tu le fais par mail et pas au téléphone ou pas en face à face direct, bon, c'est soit que c'est pas possible, soit que la relation est déjà fragile ou détériorée et que vous vous parlez très peu. D'accord? Donc du coup, si tu as un réajustement à faire avec, je ne sais pas, Sylvie, avec Paul ou avec Jacques, et que tu écris dans ton mail bonjour Jacques, bonjour Suzy, bonjour, etc. Je veux dire, quel est l'intérêt d'aller mettre ce mail avec en copie des personnes qui sont peut-être plus, mais vraiment de très loin concernés par l'organisation, mais qui là, en l'occurrence sur ce point précis, ne sont pas du tout concernés par le réajustement qui est demandé. Donc encore une maladresse relationnelle, c'est de mettre en copie des personnes qui ne sont pas directement concernées par le réajustement qui est pointé. D'accord? Donc, prendre à partie des tiers publiquement, mettre en copie de mail des personnes non concernées. Voilà déjà quelques exemples de maladresse relationnelle. Alors, je vais t'en donner deux autres. Il y a une de mes clientes qui a longtemps été en responsabilité d'une équipe pédagogique et éducative. Donc, elle a elle-même eu un poste de directrice. Puis, elle est arrivée dans un nouvel établissement où là, elle était juste un élément de l'équipe. Elle n'était pas en direction, elle était un membre de l'équipe. Et du coup, elle était mal à l'aise parfois avec la façon de fonctionner de la nouvelle directrice. Et au lieu d'aller le lui dire directement, elle en a parlé avec certaines collègues et puis elle s'est retrouvée un petit peu piégée dans des formes de jugement, de critique, parce qu'elle était aussi dans une comparaison entre ce qui est sa façon de manager une équipe et la façon de manager de cette nouvelle directrice. Et elle s'est rendue compte que ça générait de la tension dans la relation et de la frustration pour elle. Il y a quelque chose qui n'était pas confortable. Alors, lorsqu'on en a parlé en séance, elle a pu à la fois décrypter, et c'était intéressant pour elle, qu'elle avait envie et besoin en fait que toute son expérience soit valorisée au sein de cette équipe. Et elle avait quelque part aussi besoin d'être à ce moment-là de son parcours rassurée sur sa valeur. Donc en fait, en explorant un peu plus ce qui se passait, ça lui a permis de conscientiser cela et puis vraiment d'aller ensuite demander un rendez-vous direct et de préparer cet entretien ensemble lui a permis que la situation puisse petit à petit se dénouer et s'apaiser. Je pense aussi à un autre exemple, celui effectivement d'une maman qui un jour, ça arrive à tout le monde, on a le droit, vous avez le droit, les mamans, les papas, tout le monde, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être agacé. Et un jour où elle était justement fatiguée, elle a pris à partie son cadet pour critiquer un comportement de l'aîné. Alors bien sûr, elle est revenue sur ce moment de colère avec sa fille aînée, elle a mis des mots. Et ça a permis de prendre du recul, de revisiter la situation avec bienveillance. Et c'est en sachant prendre ce recul, en mettant des mots
que ça a permis effectivement à nouveau d'améliorer la relation entre les enfants et aussi de permettre à la fille, au fils et à la maman d'exprimer toutes les émotions qu'ils avaient ressenties dans cette situation. Donc vous voyez, des fois, quand on prend à partie un enfant pour pointer du doigt le comportement de l'autre, eh bien c'est aussi une forme de maladresse relationnelle qui ne peut qu'envenimer des fois des situations déjà présentes, de comparaisons qui ne sont pas constructives, voire de jalousie, voire de rivalité, voire de chamaillerie entre les enfants. Donc soyez vraiment vigilantes aussi, autant que possible, à ne pas prendre à partie un des enfants quand vous avez quelque chose à dire à l'autre. Adressez-vous directement à l'enfant concerné. J'avais envie de vous partager la citation d'Eleanor Roosevelt. Elle a écrit « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ». Alors, j'ai choisi cette citation parce qu'avec l'exemple précédent, on pourrait à un moment donné penser que la maman s'est jugée, a été dans de la culpabilité, s'en est voulu, etc. Ou que du coup, elle ait pu peut-être mal accueillir les reproches de sa fille, d'avoir fonctionné ainsi, etc. Ça me donne l'occasion, en fait, cette citation, de vous rappeler non seulement que vous avez de la valeur quoi qu'il advienne, et que il est important que vous sachiez réguler en fait les moments de désaccord sans laisser les autres influencer votre estime de vous. Donc je le redis, je voudrais rappeler à chacune que c'est important, et je vais te tutoyer pour ça, que tu n'oublies jamais que tu as de la valeur, quoi qu'il advienne. Et que les désaccords, les conflits, les malentendus, les réajustements ne devraient jamais influencer ton estime de toi. Et c'est vrai que lorsque on est touché dans notre confiance en nous, dans notre estime de nous, c'est quelque part qu'on donne notre consentement. C'est-à-dire, demande-toi si dans ces moments-là, est-ce que tu accordes pas peut-être beaucoup trop d'importance au regard des autres, à ce que pensent les autres de toi? Est-ce que tu es suffisamment installé dans qui tu es, dans ta valeur à toi? Est-ce que tu te connais suffisamment pour positionner tes choix avec tranquillité en ne t'attachant pas aux projections des autres sur tes propres choix? Car n'oublie jamais que les autres te regardent toujours, c'est inévitable, avec leur paire de lunettes, c'est-à-dire avec le filtre de leur propre mécanisme, de leur propre croyance, de leur propre échelle de valeur, de qui ils sont, de leur propre histoire personnelle. Donc, lorsque quelqu'un te renvoie quelque chose, il te parle en fait de lui, pas de toi, parce qu'il te regarde avec sa construction personnelle, avec son filtre à lui. Alors, si tu es touché par certains propos, eh bien, c'est une belle opportunité d'aller voir ça de plus près et puis d'en prendre soin, d'aller soigner, d'aller guérir, d'aller tranquilliser, d'aller rassurer. Tu vois ? Et dans l'autre exemple que j'ai donné de l'équipe de direction, eh bien, ça permet de rappeler quoi? Ça permet de rappeler de ne pas porter de jugement sur les personnes ou les situations décrites. On n'est jamais à la place de l'autre. Donc un jugement, quand on juge quelqu'un, en fait, on se juge soi. Donc plutôt que de juger, de critiquer, d'élaborer des raccourcis, privilégiez la relation directe. Privilégie toujours, autant que possible, la relation directe. Fais-toi confiance et fais confiance à l'autre aussi sur ses propres habiletés à pouvoir faire quelque chose de ce qui vit à l'intérieur de lui en termes d'émotions et ou de pensée. De la même façon, fais-toi confiance sur tes propres habiletés
à accompagner ce qui vit à l'intérieur de toi en termes d'émotions et de pensées. Donc tu le sais, on en parle souvent, si tu m'écoutes régulièrement, si tu me connais, si tu travailles avec moi ou si tu as eu travaillé avec moi, prendre la responsabilité de nos émotions et faire confiance à notre capacité à les accompagner est crucial, vraiment crucial. De même, faire confiance aux compétences des autres dans leur propre gestion des émotions est aussi très important. Alors pourquoi ça ne sert à rien de juger ou de critiquer? Eh bien simplement, nous le savons toutes par expérience, parce que c'est un chemin d'apprendre tout cela. C'est un apprentissage constant pour nous toutes. Parfois nous y arrivons, parfois nous n'y arrivons pas. Donc ça ne sert à rien de nous juger, mais continuons à avancer, à faire du mieux que nous pouvons, en ayant par contre parfaitement conscience qu'à chaque fois que nous sommes dans des mécanismes non favorables à une relation de qualité, nous détruisons un peu plus le lien. Alors quand les liens sont déjà fragiles, je t'invite à être extrêmement vigilante. Donc cet engagement, parce que je vais choisir le mot engagement, est-ce que pour toi c'est un engagement? Est-ce que tu as envie d'être bienveillante? Est-ce que tu as envie de t'engager à être bienveillante dans ton quotidien, à chaque jour? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Pour moi c'est un engagement, mais c'est un engagement que j'ai pris il y a déjà longtemps, de construire cette bienveillance autant que possible, envers moi-même déjà, mais aussi envers mon entourage. Et bien sûr, cet engagement, c'est aussi un axe majeur de mes accompagnements pour celles qui souhaitent à leur tour s'engager sur cette voie et contribuer ainsi à construire, co-construire ensemble, toi et moi, et toutes les autres femmes, un monde où la bienveillance grandit chaque jour. Donc comme tu le vois, la communication directe est une pratique largement reconnue dans divers domaines, tels que la psychologie, la gestion d'entreprise et le développement personnel. Elle repose sur des principes qui favorisent la transparence, parler en son nom en disant je, l'écoute et la compréhension mutuelle, la recherche de solutions, la résolution efficace des conflits. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça trouve résonance? Est-ce que ça t'éclaire? Dis-moi en commentaire. Et je voudrais maintenant mettre un focus un petit peu sur les origines en fait de cette communication directe. D'où ça sort la communication directe? Et c'est difficile de parler de communication directe si on ne fait pas un retour aux fondamentaux de la relation humaine. Alors, il y a plusieurs choses à pointer, mais je vais essayer de le faire rapidement. Alors déjà, est-ce que tu connais Carl Rogers? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Carl Rogers, de l'écoute active, de l'écoute centrée sur la personne, qui met l'accent sur l'empathie, l'authenticité et la communication ouverte? Alors, Carl Rogers, c'est un psychologue humaniste, c'est un psychologue américain et c'est un des pionniers de cette approche. C'est vraiment intéressant de revisiter notre façon d'écouter. Il y a une citation que je redirai d'ailleurs dans la deuxième partie de ce podcast qui est généralement on écoute bien parce que c'est le cas de le dire, écoute bien, on écoute l'autre pour répondre et non pas pour comprendre ou juste d'ailleurs pour écouter. Qu'est-ce que t'en penses? On écoute l'autre souvent pour répondre et non
pour comprendre l'autre ou juste l'écouter, partager ce qu'il vit. Moi, je l'adore, cette citation. Combien de fois on est prompt à répondre, en fait, plutôt que d'être positionné à écouter pour comprendre ce que l'autre essaie de nous dire, ce que l'autre exprime tout simplement. Alors effectivement, Carl Rogers, c'est vraiment un des pionniers de ce qu'on nomme cette écoute active. J'en reparlerai dans la méthodologie et puis j'aurai l'occasion d'y revenir via d'autres podcasts. Si le sujet t'intéresse, tiens, dis-moi-le en commentaire. Et on ne peut pas parler de ces fondamentaux de la relation humaine sans parler non plus, tu sais, de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Est-ce que tu sais ce qu'est la communication non violente? Pareil, dis-moi-le en commentaire, comme ça me donne des idées ou des pistes pour savoir si je peux aborder d'autres thématiques ou de quoi tu as besoin, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse. Mais tu vois, la communication non violente, il y a beaucoup de similitudes aussi par rapport à l'approche de Rogers, si ce n'est que certains parlent de la théorie de la communication non violente. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La communication non violente, pour moi, c'est vraiment d'abord un chemin de connaissance personnelle, de croissance personnelle. C'est un art de communiquer, c'est un art de la relation, c'est un art de vivre. Et c'est un super outil d'exploration et de connaissance de soi. Vraiment. Marshall Rosenberg, lui, c'est aussi un psychologue, mais c'est un psychologue clinicien. Et c'est également un médiateur. Donc tu te doutes que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup étudié les interactions. Les interactions entre les personnes, les interactions dans le cadre de médiation. Et bien sûr, il y a des nuances entre l'approche centrée sur la personne de Rogers et la CNV. Mais je n'ai pas envie de trop détailler là. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que la CNV met aussi le focus sur les besoins, car très souvent nous avons certaines tensions émotionnelles qui sont en fait le reflet de besoins non satisfaits. Par exemple, tu vas être énervé parce que tu as besoin de repos. Tu vas te mettre en colère parce que tu as besoin de respect. Tu vas être agacé parce que tu as besoin d'émancipation ou d'évolution dans telle situation, telle relation. Tu vas être apeuré parce que tu as besoin de sécurité affective ou matérielle. Tu vois? Et quand on décrypte en fait le besoin qui est associé à notre émotion, on a là la possibilité d'apaiser, de commencer à détendre la tension relationnelle. Donc la CNV, tu le sais, pour moi c'est vraiment un art de la relation, un art de vivre tout simplement aussi. Et bien sûr que la qualité d'écoute, et j'aurai l'occasion d'y revenir sur les 4 niveaux d'écoute, la qualité d'écoute, etc., c'est tellement important dans les jeux relationnels. Alors je pourrais parler aussi, on en a parlé un petit peu quand on a parlé de médiation, mais bien évidemment que de nombreuses études, notamment celles menées par quelqu'un qui s'appelle Leigh Thompson, qui est professeur de management à la Kellogg School of Management, qui illustre que la communication directe favorise une meilleure résolution des conflits et accroît la satisfaction des parties impliquées en facilitant un dialogue ouvert et une compréhension mutuelle. Donc, effectivement, dans le cadre de médiation, c'est toujours la communication directe qui est à privilégier. Et même en médiation et même en communication directe, ça ne suffit pas toujours à apaiser des conflits ou des malentendus. Donc, c'est vraiment à la fois ce qui fait sans doute le charme et le défi des enjeux relationnels. Mais autant mettre le maximum d'atouts de ton côté, privilégie toujours autant que possible la relation directe. D'accord ? Je voudrais aussi te parler juste un moment
revenir un petit peu au côté professionnel, voudrais te parler de Stephen Covey et de Peter Drucker. D'accord? Alors Stephen Covey, il est auteur des 7 habitudes des gens efficaces. Et Peter Drucker, lui, il est un peu considéré comme le père du management moderne. Quoi qu'il en soit, ces 2 hommes-là, si on revient un peu au côté entreprise, leadership, monde professionnel, ils ont vraiment souligné l'importance de la transparence dans la communication pour une gestion efficace à la fois des équipes et des organisations. Et c'est Covey d'ailleurs qui a introduit aussi le principe de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Je répète parce que ça aussi, ça me semble super important. Chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Moi, je suis toujours atterrée, et je choisis le mot atterré volontairement, surtout par mail, par la difficulté de comprendre l'autre au bon endroit. C'est très rare, en tout cas dans des échanges mails où on parle un petit peu de ses ressentis, de ses réflexions, de son chemin, où j'ai en face quelqu'un qui va savoir par mail comprendre au bon endroit ce que je suis en train d'exprimer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Par contre, si c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà des relations régulières en face à face, que je connais, que je côtoie dans mon cercle, dans mon entourage, dans mes clientes, peu importe, là c'est facilité parce qu'on se connaît, mais dans quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire on se parle régulièrement, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on se voit, on fait des choses ensemble, etc. Dans ces cas-là, par mail, c'est possible d'être juste à l'endroit de la compréhension. Mais quand il y a une relation qui est biaisée, quand il y a une communication qui ne se fait plus depuis très longtemps que par des biais, des tiers ou des supports comme des mails, etc., c'est très rare de pouvoir être aussi précise dans la compréhension et l'ajustement de ce qu'exprime l'autre. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est jamais aussi efficace que lorsqu'on a une relation vraie, vivante, et qu'on communique vraiment d'une façon directe et régulière. Sinon, systématiquement, c'est biaisé. Donc, je répète ce beau principe, chercher d'abord à comprendre, puis ensuite à être compris. C'est magnifique ça. Donc, Drucker, quant à lui, le deuxième père du management, a souligné que la communication ouverte et transparente est carrément le fondement d'une culture organisationnelle saine et productive. Donc je pense qu'avec tout ce que je viens de partager, que ce soit les chiffres, que ce soit les exemples de maladresse relationnelle, que ce soit aussi un petit peu l'origine de la communication directe, en quoi elle rentre en ligne de compte, tu perçois que ça repose sur des principes qui sont profondément ancrés dans la psychologie, la gestion et la médiation. En effet, si tu veux que tu souhaites renforcer la confiance au sein d'une équipe ou résoudre un conflit interpersonnel ou simplement établir des relations plus authentiques, eh bien la communication directe s'avère essentielle. Et c'est bien plus que juste une bonne pratique. Elle s'avère vraiment essentielle, cruciale, fondamentale. Et elle nous invite à être plus authentiques, à exprimer clairement nos besoins et à écouter ceux des autres sans jugement
et je rajouterai sans interprétation. Quand quelqu'un pose quelque chose, que vous avez tendance à aller dans l'interprétation, essayez de vous faire un stop et de reformuler, de dire quand tu as écrit ça, qu'est-ce que tu veux dire? Ou qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que sinon, vous allez être systématiquement dans une interprétation à partir de votre vécu, de votre expérience, de votre construction personnelle, de vos connaissances, de vos croyances, et il y a de fortes chances que vous interprétiez ce qu'écrit ou ce que dit l'autre à partir de votre propre histoire personnelle, et donc que vous biaisiez complètement ce qu'est en train d'exprimer l'autre. Ce que j'expliquais tout à l'heure par ces histoires de mails, et quand on essaie pas de comprendre l'autre, il vaut mieux dans ces cas-là lui dire qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu écris ça. Parce qu'à être trop sûr de soi, d'avoir à tout comprendre ce que l'autre écrit, moi, l'être humain est tellement complexe et tellement aussi divers dans sa construction, dans son cheminement, dans sa croissance personnelle, que personnellement, je m'hazarde de moins en moins à me dire que j'ai parfaitement compris ce qui est en train d'exprimer l'autre. Et je vais très souvent reformuler. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire quand tu as écrit ça? Moi j'ai compris ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Vous voyez, et là on voit un autre outil qui est très très intéressant, c'est tout ce qui est autour de la reformulation. Et je reparlerai, je vous l'ai dit, dans un autre podcast ou une masterclass des 4 niveaux d'écoute, etc. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez compris que ça nous invite également à pas prendre des tiers à partie, ça nous invite à sortir des jugements, des critiques, ça nous invite aussi à quoi? À être du coup plus authentique et à exprimer clairement nos besoins, à écouter aussi ceux des autres sans interprétation et sans jugement. Et en adoptant ces principes, nous construisons effectivement des relations beaucoup plus solides et plus épanouissantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Alors bien sûr, et tu me diras ce que tu en penses, bien oui, la communication directe, c'est un choix conscient, c'est une décision consciente de créer un environnement de compréhension mutuelle et de respect. C'est un choix, c'est une décision, ça demande un engagement et c'est aussi un chemin d'apprentissage. Quand on a goûté aux bienfaits que cela apporte, et j'en reparlerai au prochain épisode, eh bien je peux vous dire que ce choix, cette décision et cet engagement deviennent vraiment, vraiment un art de vivre. Ça amène tellement de qualité dans le prendre soin du lien, autant dans le lien de soi à soi-même, ce qu'en communication non violente on appelle the self-empathie, l'auto-empathie, que dans le lien à l'autre. J'aurais pu aussi vous parler de la méthode DESC, qui est une méthode assertive qui ne met pas le focus sur les besoins et qui est intéressante quand les gens ne sont pas familiers à ces notions-là, qu'on utilise plutôt en entreprise. Mais là aussi, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et je ferai des focus, des zooms et des podcasts sur ces sujets-là. Dites-moi ce qui vous intéresse. En tout cas, avec ces fondations chiffrées, théoriques et illustrées des situations que j'ai nommées, j'espère que tu comprends beaucoup mieux l'importance et le cadre de la communication directe. Donc dans le prochain épisode, nous allons effectivement explorer ensemble quelques-unes des bases pratiques de la communication directe. On va voir comment est-ce qu'on fait ça,
comment ça se construit, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est important. Et puis on verra également quels sont ces nombreux avantages et bienfaits dans les jeux relationnels, personnels et ou professionnels, pour qu'ensemble, nous puissions construire cette bienveillance relationnelle et cette communication directe. J'espère sincèrement que cette première partie t'aura plu, inspiré, aidé et qu'elle te permettra de faire un pas de plus vers des relations et une communication bienveillante, clé d'une plus grande sérénité pour tous, pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à le liker, à le commenter pour rendre ce podcast plus visible à d'autres femmes comme toi à qui il pourrait être utile. Et si tu as envie de me retrouver, de retrouver d'autres audios comme celui-ci dans mon cercle privé participatif Le Refuge, tu es la bienvenue. Car intégrer le refuge, c'est aussi rejoindre une communauté de femmes bienveillantes qui partagent les mêmes aspirations que toi pour se soutenir et s'inspirer mutuellement. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin dans ton engagement à développer des relations bienveillantes, tu as dans la description de cet audio un lien pour réserver un temps d'échange avec moi qui nous permettra de clarifier à quoi tu aspires en matière de communication relationnelle, que cela soit dans ton couple, avec tes enfants et ou tes collègues, tes proches. Et ce premier échange ne t'engage à rien d'autre que de gagner en clarté, à avoir du feedback et à repartir avec des premières clés pour faire bouger les choses. Si après cette rencontre, tu as encore envie d'aller plus loin dans ton engagement avec toi-même et moi, pour vraiment une transformation profonde et durable, alors nous aurons le temps et nous prendrons le temps pour évoquer les possibles à coévoluer ensemble. En attendant, sois fier de qui tu es toujours, fais de ton mieux et aime-toi vraiment. Au prochain épisode pour la deuxième partie de cette thématique. À très vite.